Et en fait, l'échec est moins dur que le regret. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Antoine. Bonjour. Bonjour Antoine. Donc aujourd'hui, on a la chance et l'honneur d'être au siège social d'Inextenso et on a le plaisir de vous découvrir. Antoine de Ritmaten, vous êtes président du directoire d'Inextenso et l'objectif aujourd'hui, ça va être de pouvoir retracer votre parcours. Parfait. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est peut-être brièvement de vous introduire et puis après ça, on pourra rentrer dans le vif du sujet. Donc Antoine de Ritmaten, j'ai 57 ans, marié, 3 enfants, grand-père de 2 petites filles. Que dire d'autre ? Je suis expert comptable, je travaille chez Inextenso, dont j'ai pris la direction il y a 7 ans et suite à notre LBO, président du directoire depuis presque 3 ans. On a hâte de savoir comment vous en êtes arrivé jusque-là. Première question, la plus classique. Qui était Antoine de Ritmaten à l'âge de 5 ans ? À 5 ans, c'était un peu particulier puisque, en fait, moi, je suis né en Algérie. J'ai passé mes 4 premières années en Algérie avec du soleil et beaucoup d'amour. Et je suis arrivé par le premier avion, d'ailleurs, qui a atterri en mai 68 après les événements de retour pour Paris. Et donc, à 5 ans, je découvrais Paris, une vie un peu différente, un peu plus grise. Je ne comprenais pas pourquoi on n'allait pas aussi souvent à la plage, pourquoi. Et donc, pas forcément la meilleure période à ce moment-là, parce que le soleil me manquait. Du coup, vous avez des souvenirs des premières années en Algérie ? Mais j'ai des souvenirs, surtout des sensations. Et c'est vrai que, d'un point de vue sensation, l'arrivée à Paris, dans le 15e arrondissement, ça s'est traduit par le fait que j'étais le champion de la sieste à l'école. Donc à 5 ans, je partais pour la sieste avec tout le monde après le déjeuner et on me réveillait à 4h30 quand il était temps de partir chez soi. Comment vous évoluez ? Du coup, à 5 ans, vous êtes à Paris. Est-ce que votre objectif, c'est de passer du temps dehors pour aller rechercher cette sensation ? Est-ce que du coup, vous alliez faire du plein air, je ne sais pas moi, des activités ? Comment vous évoluez derrière ? Alors j'ai la chance que ça ne dure pas longtemps, puisque à 7 ans, on part pour le Nigeria. Ah oui. Et donc, retour au soleil, retour sur le bon principe de classe le matin, plage l'après-midi, tous les jours de l'année. Donc, cette grisaille parisienne n'a pas duré très longtemps, heureusement. Vous êtes installé au Nigeria ? Donc, mon père, en fait, effectivement, travaillait chez Alpha Aquitaine. C'est pour ça qu'on a fait plusieurs pays. Okay. Et donc, 7 ans, donc on part pour 2 ans au Nigeria. Donc, de nouveau, le soleil. Et puis, là encore, 2 ans après, là, on arrive à La Haye, aux Pays-Bas. Donc, changement. En janvier. Donc là, voilà, petite difficulté d'adaptation au début, puisque j'avais pris l'habitude de m'habiller en short, t-shirt et tongs. Et quand il fait moins 10 dehors, c'est pas forcément la meilleure tenue. Et du coup, comment on gère ça en étant enfant ? Alors, je ne sais pas si vous avez des frères et sœurs ou pas, mais comment on gère finalement ces multiples déménagements entre 0 et 10 ans avec des climats, de nouveau, j'imagine, se refaire des amis, comprendre le fonctionnement de l'école, les cultures ? Donc, j'ai deux sœurs et on est très proches. Donc, c'est une partie de la réponse, c'est qu'effectivement, la structure familiale est beaucoup plus importante que si on passe toute sa vie au même endroit et avec les mêmes gens. Donc, structure familiale très proche et puis très forte. Et deuxième conséquence, c'est que quand on rencontre quelqu'un, on essaye d'avoir des relations amicales avec eux assez vite. Et pas de mettre 10 ans pour construire quelque chose parce que on est habitué au fait que ça peut s'arrêter. Et donc, du coup, de profiter de l'instant et pas d'être dans des choses à se poser 15 000 questions parce que si on se pose trop de questions, il est trop tard, on est passé à autre chose. Donc, vous avez déjà très très tôt le sentiment de les choses s'arrêtent et il faut en profiter un maximum et on va dire se nourrir de tout, des gens, du pays, de l'environnement. Voilà, et puis donc du coup, ça veut dire que les week-ends et les vacances avec mes parents, on en profite pour voir, visiter des musées, aller voir des choses parce que on ne sait pas combien de temps ça durera et donc voilà, ça c'est une philosophie derrière qui a été importante.
Et quel âge à peu près vous avez là, une dizaine d'années? Alors, donc, ça dépend quand. Donc, en fait, donc Nigeria, c'est de 7 ans à 9 ans. Ok. Et donc, et puis après, Pays-Bas, de 9 ans jusqu'à 15 ans. Et du sport à cette époque? Donc, je fais un peu de sport. La difficulté étant justement que, en fonction des Des pays. des pays, c'est C'est pas pas- les mêmes. Donc, C'est clair. donc tous les progrès que j'ai fait en natation quand j'étais petit, parce qu'effectivement, quand vous êtes dans la mer tous les jours, ça aide. Arriver aux Pays-Bas, quand vous arrivez au bord de la mer, vous avez moins envie de vous baigner puisque vous avez un truc gris et froid. Donc, Pays-Bas, je me suis mis au football, puisque là aussi, pays de football. Et je vous rappelle aussi, par rapport à mon âge, moi, je suis aux Pays-Bas de 73 à 79. Donc, une équipe des Pays-Bas triomphante là-dessus. Mon seul problème, c'est que mon néerlandais est faible. Et donc, du coup, voilà, c'est plus difficile de s'intégrer dans un club local de foot quand vous ne parlez pas bien la langue. Vous parliez anglais à cette époque? Je parle anglais parce que justement au Nigeria, c'est en anglais. Ok. Et puis aux Pays-Bas, c'est vrai que parlant anglais, c'est plus facile que de parler néerlandais. Et puis on se dit que ça peut servir plus souvent après. C'est sûr. Du coup, en termes d'éducation, est-ce que c'est des écoles internationales, françaises? Est-ce que vous allez dans les écoles locales avec les gens du pays? Comment ça se passe pour vous? Non, lycée français. Donc, lycée français tout du long. Il y a des super lycées français partout dans le monde qui sont de bon niveau. Donc, pas de problème. Et ce qui fait que quand on revient en France, ce qui est mon cas, et donc je reviens en France à Pau en 3e, il n'y a pas de problème de niveau. Il y a des choses où on est largement meilleur, c'est les langues, puisque je vous laisse imaginer à Pau, ma prof d'anglais qui parle avec un accent béarnais assez prononcé. Moi, j'ai vécu dans des pays où on parle anglais et où, dans les lycées français, donc que ce soit aux Pays-Bas ou au Nigeria avant, la logique, c'est que le prof d'anglais est anglais, le prof d'allemand est allemand, ce qui paraît pas idiot. Et donc, du coup, la part de l'oral est beaucoup plus importante. Donc, c'est sans doute moins un peu un choc en arrivant en 3e. C'est l'importance qu'on donne à l'écrit par rapport à l'oral, alors que par mon éducation avant, donc l'oral était plus important. Et puis, deuxième chose, je découvre des matières dans lesquelles, effectivement, les petits français se sont épanouis depuis des années, moi que je découvre. Donc, la musique. Premier cours de musique donc en 3e. Ah oui, donc avec la flûte. Avec la flûte. Mais quand c'est la première fois que vous voyez la flûte, donc c'est pas terrible. Et puis le côté cours de dessin aussi, parce que là aussi dans le lycée à l'étranger, on vous donne plus de cours de langue, on vous donne donc il y avait aussi des cours des langues locales, etc. Et vu le coût des enseignants, etc. Il n'y a pas de musique et de dessin, quoi. Et vous arrivez à vous adapter justement à ce changement? Je m'adapte, c'est intéressant, c'est toujours le partage. C'est-à-dire que dans la classe où j'arrive, pratiquement 90% des élèves ne sont jamais sortis du pays. Et donc moi j'arrive en ayant vécu 14 ans à l'étranger à 16 ans. Donc pas exactement le même vécu là-dessus. Découvrant là encore d'autres sports, puisque là c'est le rugby, c'est plus le football. Ouais, à Pau, c'est sûr. Et donc à chaque fois c'est le rugby, c'est le ski. Donc donc à chaque fois des nouvelles aventures, mais où on part avec un petit train de retard par rapport aux gens. On rencontre des gens qui se connaissent depuis la maternelle, alors que vous arrivez donc nouveau dans le truc. Donc petite anecdote, 3e à Pau, donc collège Marguerite de Navarre. Mon professeur de français et de latin est un certain François Bayrou. Oui. À l'époque
commence la politique et donc voilà, nous fait des autodictés pendant lesquelles il commence à écrire ses discours. D'accord, c'est sympa ça. Quel enfant vous étiez? Est-ce que vous étiez timide, extraverti? Et comment ça a évolué? Et du coup, j'imagine, décalage arrive en troisième avec des gens qui ne sont jamais sortis de chez eux. Donc plutôt timide, parce que justement le fait de changer d'amis, voilà, donc fait que vous arrivez, il faut un temps d'adaptation. Voilà, avide de nouveautés, donc voilà, s'intégrant finalement assez vite. Retour en France, l'adolescence, comment vous vous développez au milieu de tout ça et est-ce que vous ressentez peut-être un écart de maturité du coup, avec vous, des années à l'étranger, une adaptabilité qui a dû, en tout cas vous avez dû en faire preuve à plusieurs étapes, versus effectivement des jeunes qui eux ont suivi un rail jusqu'ici sans en sortir? Bon, après, je pense que chaque adolescent se sent plus mûr que les autres, donc je ne suis pas sûr que ça soit le bon critère. Non, en fait, parce que maturité, ça a un petit côté, effectivement, de supériorité par rapport aux autres. Il y a une expérience différente, il y a des acquis différents, mais il y a un manque, effectivement, de dimension évidente pour les autres que j'ai pas. Et donc voilà, je serai plus mesuré là-dessus. Par contre, bien évidemment, ça joue dans sa construction. Et donc, voilà, la curiosité, l'envie de voyager, tout ça, c'est forcément des choses qui sont ancrées et donc qui auront des conséquences plus tard. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez déjà des objectifs, des rêves professionnels, personnels? Donc l'idée à l'époque, c'est effectivement de pouvoir repartir en voyage et donc le rêve à l'époque, c'est de devenir ambassadeur de France à l'étranger. Et ça rapidement, pendant peut-être les années lycée, avant d'entamer les études supérieures? Oui, donc c'est pour ça que je fais Sciences Po à la sortie du lycée, dans cette logique d'ambassadeur, en disant que je présenterai le concours du Quai d'Orsay à la fin. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Et donc là, il se passe plusieurs choses. La première, c'est que en s'ouvrant au monde, je m'aperçois que l'idée que j'ai de l'ambassadeur a évolué. Donc les chefs d'État communiquent entre eux directement et que l'ambassadeur a toujours un rôle, mais sans doute un rôle plus économique. Et donc du coup, je décide de faire, en même temps que je fais Sciences Po, donc à Bordeaux, sur la partie service public, pour préparer les concours, je fais en même temps Sciences Éco, puis une maîtrise de gestion, pour avoir ce background donc, économique, pour pouvoir être l'ambassadeur économique de la France dans ces pays-là. Et là, est-ce qu'une rencontre ou des événements ont fait que vous avez bifurqué au final? Alors, donc là, il y a plusieurs choses qui se passent. Une opportunité assez sympa, c'est que je vais passer 3 mois à Berkeley, l'été 86. Parce que à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais donc l'Aquitaine et la Californie avaient des liens de réciprocité. Donc il y avait des étudiants californiens qui venaient à Bordeaux et inversement. Donc je suis au courant du système, donc j'y vais et je passe effectivement 3 mois à l'université de Berkeley pour découvrir là encore autre chose, expérience assez sympa. Donc voilà, mon expérience américaine. Donc moi j'ai pas écrit un bouquin comme certains dessus, mais voilà, donc ça sera une autre émission, peut-être plus tard le soir pour revenir sur certains aspects. Mais voilà, donc ça c'est un événement assez marquant pour moi, qui en plus coïncide au fait que c'est la fin de mes 4 années à Bordeaux. Okay. Et je finis par ça, et j'arrive à Paris. Pour aller à Dauphine, pour faire un DESS d'audit, donc master aujourd'hui. Toujours dans cette logique que je n'avais pas encore abandonnée, de dire si je veux comprendre l'économie, il y a la théorie que j'ai fait, mais il y a aussi après la réalité des entreprises. Et par l'audit, dans un cabinet d'audit, j'aurai l'occasion
de voir différentes entreprises, donc des grandes, des plus petites, et avec ça, donc de pouvoir voir ce dont elles ont besoin, et donc du coup de pouvoir faire mon rôle. Donc je vais faire ça. Toujours dans l'objectif d'être ambassadeur Toujours, alors ambassadeur ou un rôle dans le développement économique du pays, de la France dans ces pays-là. Okay. Ambassadeur, j'ai un peu baissé, mais parce que effectivement, je me suis aperçu que le concours du Quai d'Orsay était plus dur que celui de l'ENA, et que en plus, il arrivait que on nomme ses copains ambassadeurs et pas forcément des gens qui étaient. Et donc, du coup, il y avait peut-être un risque à mettre toute l'énergie là-dessus. Là aussi, le côté intéressant, pourquoi j'ai été pris à ce DESS d'audit à Dauphine par rapport à d'autres, je n'avais pas les meilleures notes parce que effectivement, moi, étudiant, déjà, je faisais 2 cursus en parallèle. Sachant qu'aucun des deux était très chaud pour que je fasse l'autre chose, puisque chacun est considéré que sa formation était suffisante en tant que telle, et donc il n'y avait pas besoin d'aller chercher ailleurs. Donc en fait, j'étais aussi élu universitaire, et j'avais participé à la création d'une association qui était l'association de tous les BDE pour en fait organiser les soirées de façon à ce que personne ne perde d'argent. Et donc on s'était mis d'accord sur un planning avec pas plus d'une grande soirée chaque jeudi, et 1 ou 2 petites possibles, parce que pour éviter que sinon tout le monde choisisse la même date et que tout le monde se plante. Donc il y avait quelques avantages, comme le fait de pouvoir du coup avoir un accès libre à l'ensemble des soirées. Un peu de gestion en même temps. Ouais, tout à fait. Ouais. Et donc du coup, par ça, donc aussi quelques ressources, notamment de bouteilles et autres, qui permettaient de faire un petit cocktail tous les 6 mois pour le personnel administratif de l'université. Ah oui. Ce qui avait comme conséquence que moi, le phénomène de l'inscription à la fac était assez rapide, puisque je rentrais dans le bureau, il y avait la queue. Je leur demandais de choisir les options que je faisais, en liaison aussi avec l'autre, pour faire en sorte que ça tombe, que ça soit compatible. Et puis, donc, je revenais le lendemain faire le chèque et donner les photos, et le dossier était rempli. Donc, il y avait quelques avantages. Un peu de malice. Mais du coup, ce côté que vous avez déjà ultra diplomate pour le coup, et puis dans la gestion, dans l'organisation, est-ce que ça c'est vraiment au travers du métier d'ambassadeur à la base avec ce côté économique? Est-ce que ça vient peut-être de votre entourage familial dans le monde de l'entreprise, que ce soit vos parents ou des gens que vous avez rencontrés autour, qui vous ont donné un peu cette impétence pour le côté vraiment gestion, entreprise, tourner vers ça, alors que vous étiez encore dans les études? Ce que j'ai vu, donc, c'est que donc, mon père, dans une grande entreprise comme Elf, que son métier, au fur et à mesure qu'il avait progressé, était de moins en moins technique et de plus en plus relationnel. Donc ça, j'avais vu. Ce que j'avais vécu aussi, c'est quand vous arrivez, et si vous voulez percer un peu, il fallait faire du relationnel. Donc voilà, cet aspect relationnel me plaisait, et c'est aussi pour ça le choix de l'audit, sur le fait de dire on va avoir des gens différents, et pouvoir échanger avec eux. Est-ce qu'à ce moment-là, vous aviez des mentors ou des exemples? Alors, votre père peut-être Non, pas particulièrement, parce que l'idée n'était pas de faire la même chose. Okay. Voilà, j'avais un oncle qui était un peu un modèle, parce qu'il avait effectivement une carrière intéressante, il voyait des gens intéressants, il habitait un bel endroit, et il avait de l'argent et qu'il en dépensait. Donc ça pouvait avoir un côté effectivement un peu attirant, mais sinon pas à cette époque-là tellement de modèles. Les modèles, sont plutôt venus après. Okay. Quand effectivement
j'ai vu des chefs d'entreprise et donc voir comment ils géraient ça, quoi. Du coup, cette année d'audit en DESS à Paris, derrière ça, premier emploi, Voilà. vous décidez de persévérer là-dedans. En fait, je me dis, comme beaucoup de gens dans l'audit, je vais faire 3 ans dans l'audit et puis après, je ferai un métier normal. La seule différence par rapport à d'autres, c'est que 35 ans après, je suis resté dans le milieu. Donc, et pourquoi je suis resté dans ce milieu? C'est parce que 35 ans après, je ne me suis pas ennuyé. Ok. Et que, voilà. Donc, et vous comprenez que par rapport à mon enfance et ma construction, l'ennui, pour moi, est le truc ultime qui fait peur. Ouais, qui vous aurait fait fuir si vous n'aviez pas trouvé sans cesse à vous nourrir et à continuer à vous développer. Voilà, parce que justement, j'ai été habitué dès le début à voir des choses différentes et donc l'arrêt de la nouveauté m'aurait fait fuir. Alors justement, moi je suis curieuse de savoir comment on se développe pendant 35 ans dans l'audit. Vous allez nous expliquer comment vous êtes construit, les opportunités que vous avez saisies. Mais je pense que c'est intéressant de comprendre ce qui vous nourrit au travers de votre enfance, qui vous a du coup empêché de vous ennuyer et qui vous a donné forcément un positionnement, une manière de voir les choses différentes, et comment ça s'est retraduit dans votre développement. Donc là, effectivement, je commence à travailler et je commence à travailler. Alors entre-temps, donc, je fais mon service militaire, puisque à l'époque ça existait. Donc je fais mon service militaire En France ? en France. Ok. Donc j'ai aussi un passeport suisse, mais ça c'est pas héréditaire. Une autre histoire. Donc c'est aussi pour ça que je fais mon service militaire sans trop tarder, Ok. pour pas devoir faire le service militaire suisse, qui est plus long et compliqué. Donc je fais mon service militaire. Là aussi, pour pas perdre de temps, je fais les EOR, donc pour être élève officier. Okay. Et donc ce service militaire est important parce que il me donne une première opportunité de management, puisque je suis donc aspirant et j'ai tous les donc après 4 mois de formation, je suis aspirant, et pendant donc les 8 mois qui restent, toutes les 3 semaines, j'ai 30 jeunes qui arrivent, qui ont mon âge, mais qui viennent de milieux différents, qui n'ont pas fait forcément d'études, et je dois leur apprendre en 3 semaines à ressembler à quelque chose et à pouvoir vivre avec la discipline, la contrainte militaire, tout en apprenant un métier. Donc, vrai challenge là. Donc c'est un challenge et en fait c'est là où on voit effectivement si on aime ça, si c'est naturel ou pas, si on arrive à s'imposer, parce que vous avez effectivement la petite image qui est sur votre treillis, mais il faut quand même qu'il y ait un peu de fond derrière. Et cet aspect est important parce que justement, je sais à la fin que je préfère commander qu'être commandé. Ok. Donc, c'est importante cette expérience. C'est une expérience importante. Donc je ne fais pas partie des gens qui critiquent le service militaire, qui disent qu'ils ont perdu leur temps. Parce que je n'ai pas perdu mon temps. Okay. Parce que justement, j'ai appris à ce moment-là à être respecté, obéi, à conduire des gens, à leur faire des choses qu'ils ne pensaient pas être capables de faire. Hein. Donc, juste un exemple là-dessus, mais voilà, les premiers footings avec des gens qui n'ont jamais couru, etc. Et puis, vous les amenez au bout de 3 semaines, parce que quand vous faites du sport tous les jours, vous progressez vite. Au bout de 3 semaines, à faire des choses. Et puis, c'est vrai que aussi le plaisir d'avoir amené des gens qui ne savaient ni lire ni écrire à se réintégrer dans la société, passer leur permis, voilà, des choses qui étaient très concrètes et ou devenir cuisinier ou serveur, et leur permettre de s'intégrer après. De ce que je comprends, il y a une partie de l'ennui, mais de l'autre, la partie humaine qui est importante pour vous quand même. Moi, l'humain est clé. Et, ouais. donc, vous voyez, ça, c'est une partie. Et ce qui était clé dans cette expérience, c'est que c'est plus facile, vous voyez, aujourd'hui, en ayant 57 ans, de demander à quelqu'un de 20 ans certaines choses, que quand vous avez 22 ans et que vous demandez à quelqu'un de 20 ans de faire quelque chose. Parce que voilà, il n'y a pas cette légitimité de l'âge, donc vous devez trouver d'autres légitimités. Donc ça, c'est le service militaire. Donc
Là aussi, comme je suis quelqu'un d'organisé, j'ai fait un stage dans le cabinet avant de partir. Donc de septembre à décembre, je pars au service militaire en décembre. Et bien évidemment, à la fin de mon stage en décembre, juste avant de partir, j'ai une promesse d'embauche pour le jour où je sors de l'armée. Et donc, je sors de l'armée et je vais directement travailler. Côté aussi, toujours ce côté qui vient du passé, de dire, voilà, faut pas perdre de temps, que, voilà, il vaut mieux toujours avoir le coup d'avance et préparer ça. Donc, j'arrive en cabinet d'audit et ce que je découvre, c'est 2 aspects humains importants. L'aspect humain dans l'équipe, d'accord, et ce côté de travailler en équipe avec des gens qui ont plutôt le même âge et des écarts d'âge assez réduits finalement. Et puis, l'aspect humain avec les clients. Et donc là aussi, vous changez de client, il faut vous adapter à des gens différents. Et c'est là aussi où mon passé m'aide, parce que des gens différents, j'ai connu que ça toute ma vie, quoi. Du coup, rapidement, j'imagine que vous évoluez probablement sur le management d'équipe ici parce que vous l'avez pratiqué de manière intensive pendant le service militaire. Vous arrivez dans un contexte où vous ne travaillez qu'en équipe. J'imagine que rapidement, vous avez de nouveau ce côté leader. Alors donc, en fait, je commence dans un premier cabinet, qui est le cabinet où j'ai fait mon stage, qui est un petit cabinet, donc 40 personnes. Et ce petit cabinet, donc, il est assez vite racheté par un grand cabinet qui est Deloitte. Et là, je me dis, stratégiquement, je suis dans les petits nouveaux, d'un petit cabinet mangé par un gros, c'est pas forcément idéal pour ma carrière. Et donc, du coup, je pars dans un moyen, donc qui fait 150 personnes à ce moment-là, où je vais progresser tous les niveaux jusqu'à être associé, 8 ans après. Okay. Et à ce moment-là, ce cabinet est racheté par Deloitte. Ça fait la 2e fois que je suis racheté par Deloitte. Et donc, je comprends que c'est le destin. C'est le destin. Il faut rester cette fois-ci. Et là, niveau âge, c'est... Et donc, du coup, donc, je deviens donc, associé. Et donc, tout ça se passe, j'ai 33 ans. Ok. Donc, un âge où il se passe des choses de temps en temps, pour certains. Et donc... Et donc, voilà, 33 ans, j'arrive chez Deloitte, mais j'arrive chez Deloitte en tant qu'associé, et pas en tant que petit collaborateur, ce qui se serait passé 8 ans avant. Okay. Et donc, j'arrive en tant qu'associé chez Deloitte, et là, on commence une aventure de 20 ans en tant qu'associé chez Deloitte, 98 à 2018. Comment ça se passe concrètement pour vous au quotidien? Parce qu'effectivement, vous vous êtes racheté, finalement, Deloitte, très grande entreprise. J'imagine que le cabinet de 150 que vous aviez rejoint en 8 ans, il s'est forcément développé. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles pour essayer de garder l'état d'esprit que vous aviez mis dans ce cabinet que vous avez développé? Est-ce qu'il y a des moments critiques? Est-ce qu'il y a des moments pivots? Est-ce qu'il y a des choses qui ont fait que c'était plus ou moins compliqué finalement d'appartenir à la maison de Deloitte et de ne former qu'un? Ce qui est toujours compliqué dans une fusion-acquisition. Alors le sujet, donc, le sujet il est intéressant, mais j'étais sans doute mieux armé que d'autres face à ça. C'est que je suis associé, mais on m'explique quand même que je suis associé, mais par alliance, plutôt qu'étant un pur qui a fait toute cette carrière et qui s'est développé. Ah oui. Mais comme moi, j'ai toujours vécu le fait que j'arrive comme étant le nouveau et qui n'avait pas fait le même cursus que les autres, ça ne me déstabilise pas beaucoup. Donc, du coup, j'ai pas effectivement de problème par rapport à ça, parce qu'effectivement, je n'ai connu que ces situations-là. Donc, de ne pas avoir fait le même parcours que les autres et donc d'être différent. Donc, cette différence ne me gêne pas et je sais que je ferai mes preuves et que au bout d'un moment, je m'installerai. Et c'est quelque chose qui s'est produit, hein, donc qui m'a pas surpris. Alors ça s'est fait donc à la fois sur des dossiers, puisque il y avait un principe assez. Quand j'arrive chez Deloitte, je me dis Deloitte, ce qui est intéressant, c'est les grands clients. Donc tant qu'à faire, autant passer sur les grands clients. Mais justement, je n'ai pas cette expérience des grands clients puisque je suis dans un cabinet plus petit. Donc, il faut se faire accepter là, dans le sein du sein. Sachant qu'il y avait un principe assez
assez simple, mais un peu bizarre chez Deloitte, qui était que pour signer un CAC 40, donc en tant que commissaire aux comptes, signer les comptes d'un CAC 40, il fallait déjà signer un CAC 40. On voit qu'il y a un petit problème pour rentrer dans le système. Et donc l'idée, c'est de trouver quelqu'un avec qui j'ai travaillé et qui, à un moment donné, me permet de signer à ses côtés. Une fois que je signe à ses côtés, eh bien, ça s'ouvre. Bon, ce qui est bien, c'est que cette personne devient après le président de Deloitte. Donc ça aide dans la relation. Mais c'est ça aussi que j'ai appris à ce moment-là, c'est que les systèmes qui tournent trop sur eux-mêmes prennent le risque de se scléroser. Et donc, comment je fais pour intégrer du sang neuf de temps en temps parce que sinon, effectivement, on était dans un système... alors, il s'était déjà ouvert, parce que le Deloitte, au début, c'était une personne qui signait tous les grands mandats. Puis, avec la réglementation qui avait fait donc la rotation, et c'était plus possible, donc il a commencé à en mettre, mais c'était des cercles assez restreints. Et donc, ouvrir ça demande effectivement aussi au management une certaine ouverture. Donc ça, c'était votre ambition, une fois rentré, d'ouvrir aussi à plus de monde je pensais d'abord à moi. C'est-à-dire d'abord, c'est de rentrer dans le cercle. Vous voyez, quand vous êtes avec des gens qui se connaissent depuis 15 ans, donc qui se font confiance, etc., comment vous rentrez dans le jeu, comment vous intégrez ça, d'accord ? Et ça passe déjà aussi par accepter tous les rôles et toutes les propositions qu'on fait, en partant du principe que chaque expérience vous apportera quelque chose. Et c'est ce que moi j'ai appris chez Deloitte, c'est qu'il y avait les clients, et sur les clients, l'idée effectivement est d'être visible, puis indispensable, puis en tête, et puis il y a le reste, d'accord ? Et si vous voulez progresser, il faut essayer de faire des choses à côté. Et donc, sur ces 20 ans, j'ai commencé par le planning. Le planning, ça ne fait pas rêver les uns les autres, mais il faut que quelqu'un le fasse. Et on apprend aussi pas mal, puisque le planning, en fait, bien évidemment, tout le monde veut les mêmes personnes en même temps. Et une des choses que vous apprenez en gérant ça, c'est que de temps en temps, il ne faut pas résoudre les problèmes trop vite. Parce que il m'est arrivé que 3 personnes voulaient la même personne, et puis 3 jours après, finalement, il y en avait 2 qui s'étaient désistés. Et donc, si vous tranchez trop vite et trop brutalement, vous êtes fait des ennemis pour pas grand-chose. Et donc, de temps en temps, il faut temporiser un peu. C'est la règle de Napoléon, ça. 70% des problèmes se règlent tout seuls. Donc voilà. Alors après, il faut effectivement, pour les 30% qui sont du dur, être là. Être là. Mais voilà, il faut... Donc ça, être flexible. Ça a été une règle. Je me suis occupé du recrutement. Je me suis occupé de la formation. Alors le recrutement, ce qui était bien, c'est que il faut être présent dans les médias. Donc vous apprenez à justement être présent dans les médias, donc à avoir quelque chose à dire, parce que assez vite, les journalistes disent c'est un bon client ou pas un bon client. Et le bon client, c'est quelqu'un qui a des choses à dire un peu différentes. Et puis, donc vous apprenez ça. Donc formation. Après, j'ai été responsable donc du département grand client. Ce qui était quand même une consécration, puisque justement je venais de l'extérieur et donc c'était une façon d'être admis, donc du coup au COMEX. Puis changement de président, pas dans les petits papiers du nouveau président, puisque j'étais bien avec celui d'avant. Donc coup, qu'est-ce que je fais ? Je ne suis pas dans le COMEX d'après, donc je me présente au conseil d'administration, où je suis élu par les associés, donc où je fais 2 mandats en tant qu'administrateur, donc pour avoir toujours être proche des décisions, mais dans un rôle de gouvernance. Je m'intéresse donc à une industrie en particulier qui est le consumer business, donc la distribution. Et donc, je suis responsable pour la France, puis je réussis à être responsable au niveau mondial de Deloitte pour ça pendant quelques années. Et donc, voilà, tout ça, c'est des briques qui se construisent, qui permettent, quand il y a des opportunités après, d'avoir une expérience dans différents domaines pour y arriver.
Moi, il y a quelque chose qui me marque dans votre parcours, c'est l'humain en fait. Enfin, tout le fil, alors volontairement ou pas, je ne sais pas au début et si après vous l'avez accentué, mais même si on repart que du service militaire, derrière vous faites le recrutement, vous faites le planning, vous faites la formation. En fait, vous avez pris de l'expérience et vous avez fait en sorte de toujours servir l'humain. C'est l'impression que ça me donne. Euh, on est, Moi, j'ai fait donc toute ma carrière dans des sociétés de services. Dans les sociétés de services, il n'y a que de l'humain, d'accord. Euh, la technique, vous pouvez trouver des experts, vous pouvez les former, etc. Mais si vous n'avez pas l'humain, il ne faut pas être dans une société de service, quoi. Il y a aussi une grosse partie de résilience, jamais se décourager parce que vous avez toujours su rebondir, saisir les opportunités. Je ne regarde pas en arrière, en fait. Ouais. Je ne regarde pas en arrière parce que perdre du temps à se dire si j'avais tourné à droite au lieu de tourner à gauche, qu'est-ce qui serait passé? Mais bon, ça presque maladif, hein. C'est-à-dire que ma femme vous dirait que je n'aime pas faire marche arrière. Okay. Je préfère faire Un zigzag, à droite, voilà. Mais oui. faire marche arrière, et pour moi, même voilà, en voiture, faire marche arrière est un aveu d'échec. Ah oui. Et donc, voilà, j'aime pas revenir en arrière. C'est peut-être aussi pour ça que voilà, j'aime pas les jeux vidéo et de refaire la même course indéfiniment. Je ne refais pas les mêmes choses. J'avance, et donc, de temps en temps, c'est plus ou moins difficile, mais sans regarder ce qui aurait pu être et refaire le film et refaire le match indéfiniment. Donc, voilà, je suis dans le match d'après. Est-ce que ça, vous diriez que c'est votre enfance justement qui vous a développé de cette manière-là, avec le côté de on arrive, on ne sait jamais combien de temps on reste, quand on part, et de toute façon, on ne pourra pas y retourner parce qu'à chaque fois, vous êtes dans des pays qui sont éloignés? Oui, c'est sûrement ça. Et par contre, effectivement, vous gagnez beaucoup de temps en jamais regarder en arrière. Et ça vous pousse aussi. Moi, je ne veux pas avoir de regrets. Et pour pas avoir de regrets, il faut tenter des choses. Puis ça marche ou ça marche pas, mais au moins vous l'avez tenté. Donc je ne veux pas avoir le regret de ne pas avoir tenté. Donc ça c'est effectivement quelque chose qui me caractérise. Et donc, voilà, pour en revenir à Deloitte, je me suis présenté pour être président de Deloitte. Donc je n'ai pas été élu, mais je n'ai pas le regret de ne pas avoir essayé. Tenté, ouais. Et en fait, l'échec est moins dur que le regret. Donc je préfère l'échec au regret. Ce qui fait que, voilà, comme ça s'est pas fait quand effectivement donc on a fait le LBO d'in extenso, je l'ai fait sans aucun regret parce que j'étais allé au bout de là où je pouvais aller avec Deloitte. Ça s'était pas fait, donc je passe à autre chose. Donc ça m'a simplifié d'une certaine façon. C'est un échec qui simplifie le choix. Et donc, c'est plutôt comme ça que je fonctionne, quoi. Du coup, ça vous met dans une dynamique au final où vous ne pouvez pas rater les opportunités parce que comme vous regardez toujours devant, vous ne passez pas à côté. Alors, il y a ça, et puis il n'y a pas de limite. Donc ça a été, quand j'étais plus jeune, vu comme étant quelque chose qui était mal perçu parfois par les autres, parce que la plupart des gens que j'ai rencontrés se fixaient un objectif qui était le Graal ultime en disant si je fais ça, j'aurais réussi. Donc c'est la Rolex à 50 ans, c'est chacun son truc, ou la Ferrari ou le machin, et là j'aurais réussi. Moi je n'ai pas fixé ça, donc je n'ai pas de limite. Et donc du coup ça m'a créé des problèmes en disant Antoine, il est trop ambitieux, etc. Non, c'est pas qu'il est ambitieux, c'est qu'il ne voit pas pourquoi on limiterait un truc. Et en fait, ma carrière m'a montré que je suis arrivé à des choses que je n'aurais pas imaginé pouvoir atteindre. Et donc, du coup, se fixer une limite, je pense, m'aurait empêché de faire certains choix parce qu'effectivement, dès qu'on se fixe une limite, par définition, on ne va pas regarder ce qu'il y a au-dessus de la limite. Et j'ai pas envie de le faire.
ce qui fait que vous saisissez aussi plus facilement les opportunités. Alors moi, j'ai une question par rapport à ça parce que ce qu'on pourrait se dire, c'est que du coup, si on n'a pas d'objectif, ça peut être aussi compliqué d'avancer parce qu'on ne sait pas vers où on va. Comment vous managez, vous, ce côté j'ai de l'ambition, j'avance, j'apprends des choses et en même temps, je ne me fixe pas trop de choses pour me laisser le champ des possibles et prendre la bonne opportunité? La différence, c'est les rencontres. Donc, c'est effectivement, vous rencontrez des gens avec qui vous avez envie de faire l'opération d'après, le changement d'après. Donc, c'est là encore l'humain qui fait la différence. Parce que c'est pas le poste, c'est l'humain. Et donc, ça, c'est la première chose. Et puis, l'idée, c'est d'avoir fait suffisamment de choses différentes pour pouvoir avoir, à un moment donné, non pas une seule sortie, mais plusieurs possibles. Donc, ça, c'est l'autre aspect qui peut être vu comme une certaine gestion de risque, mais de dire, voilà, ne pas s'être à un moment donné trop spécialisé dans quelque chose qui fait qu'il n'y a qu'une seule suite logique. Donc d'avoir continué à développer des expertises différentes permettait là aussi de laisser le champ des possibles plus ouvert. Donc là, toujours pas de limite. Pour l'instant, non, il n'y a pas de raison. Et juste pour expliquer ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'interviens, donc voilà, si on refait un peu l'histoire, donc 2014, le directeur général d'Inextinso est remplacé de façon un peu rapide. Chez Deloitte, on se demande qui s'intéresse. Ça m'intéresse. Il y a un autre candidat. Il faut que les associés d'Inextinso et donc leurs représentants, puisqu'il y avait déjà plus de 200 associés d'Inextinso, 230, donc se faire accepter, là encore. Donc on recommence. Vous étiez rodé là. Mais on recommence une phase d'acceptation donc, et de se faire accepter par des gens différents, en ayant toujours devant lutter contre les a priori. D'accord. Donc quand j'arrive chez Deloitte du cabinet français plus petit, c'est de dire il n'est pas comme nous, mais avec un regard un peu condescendant. Là, c'est plutôt de dire il n'est pas comme nous, mais il parle anglais, il est international, il est sur les grandes sociétés, et nous, on s'occupe des petites. Juste pour vous donner une idée, donc Inextinso, c'est 110 000 clients. Le client, ça veut dire 4 000 € d'honoraires par client. Chez Deloitte, je m'occupais de Renault, c'était 4 millions d'euros un client. Donc, c'est vrai que ça peut être perçu de dire ça ne va pas l'intéresser, etc. Il va se lasser assez vite. Et donc, se faire accepter. Donc, une fois en disant est-ce qu'il va réussir à monter la marche, et une fois, est-ce qu'il va réussir à descendre à notre niveau. Et donc, c'est ça qui est intéressant, parce que quand j'arrive à Pau, c'est la même chose. C'est de dire, il a parcouru le monde, il vient chez nous, qui n'avons pas bougé, est-ce qu'il va nous prendre de haut. Et donc, j'ai toute ma vie passé dans un truc où, de temps en temps, il fallait montrer qu'on était capable d'être au-dessus et montrer qu'on était capable de descendre. Mais justement, il n'y a jamais eu cette appréhension ou cette peur, ou c'est vraiment l'insouciance ou l'envie de découvrir autre chose qui prenait le dessus? Est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné, j'ai peut-être pas... Non, mais pas de regret. Non, mais il y a c'est intéressant de comprendre. Il y a du trac comme un comédien quand il rentre sur scène. Mais c'est du trac qui n'est pas paralysant. C'est du trac qui... stimulant. Et donc, c'est plutôt ça. Donc, c'est plutôt le fait... Bien sûr qu'il y a du stress, mais il y a du stress comme un acteur, comme un sportif. Il y a du stress... parce qu'on prend les choses au sérieux aussi. C'est bon signe. Voilà. Comme j'ai eu du stress le jour où je me suis marié, l'avantage, c'est que ça fait maintenant 33 ans. Donc, mais c'était du stress. Mais parce que s'il n'y a pas de stress, c'est qu'on ne prend pas les choses suffisamment au sérieux. Donc oui, il y a du stress, mais le stress ne m'a jamais empêché d'avancer. Et je dirais même plus que j'ai sans doute besoin d'un certain niveau de stress. Et que ma pire crainte, c'est effectivement l'ennui. Donc, et juste par rapport à ça, donc
J'ai expliqué, 2014, je saute sur le truc et je suis jugé moins pire que l'autre par les associés d'Inextinso. Mais c'est vraiment ça, c'est moins pire parce que je me suis mis plus de façon à être accepté. Je développe ça. 2018, nouveau président chez Deloitte qui dit Inextinso, qu'est-ce que ça fait chez Deloitte? Parce que beaucoup de chiffre d'affaires, mais pas beaucoup de retour pour ni de synergie. Donc, si je le vends, je récupère du cash qui me permet d'investir dans d'autres choses. Donc je vends. Et à ce moment-là, moi, je suis à la fois associé Deloitte au COMEX Deloitte, directeur général d'Inextinso. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que... et donc là, surtout que j'ai 55 ans. Est-ce que j'aide à vendre et je reste chez Deloitte, sachant qu'à partir de 58 ans, je peux partir à la retraite et où je fais de l'aventure Inextinso, je fédère les associés, on trouve l'argent pour acheter, mais du coup, je m'engage à rester 10 ans. Donc là aussi, un choix important. Et je déménage de Versailles, où je suis depuis 30 ans, pour Lyon. J'allais dire, il y a aussi le côté famille en même temps qu'il faut savoir gérer. Alors, l'avantage, c'est quand même tout le monde a grandi, puisque c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure. Et donc, il n'y a plus que ma femme et moi, donc ce qui est plus simple, puisque les enfants sont tous grands, ils travaillent, ils vivent leur vie. Il y en a un qui est au Canada, qui justement a fait effectivement l'inverse de moi, mais en faisant la même chose d'une certaine façon, puisqu'il a, lui, passé toute sa vie à Versailles jusqu'à ce qu'il ait fini ses études. Et là, il commence en Inde, pour un VSNE en Inde. De là, il va à New York, puis à Luxembourg, et maintenant à Montréal. Ok. Ouais, justement, c'est ma question. Comment vous avez transmis du coup les valeurs que vous cultivez depuis maintenant des années à vos enfants dans un contexte où ils n'ont pas autant voyagé quand ils étaient petits, j'imagine, et au final, ça donne à la fin des études des gens qui ont ce goût du voyage en étant finalement restés pendant des années au même endroit? Alors, ils sont restés au même endroit, mais effectivement, nous, on est plutôt une famille à aller au soleil en hiver qu'au ski. Et donc ils ont toujours voyagé. D'accord. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir. Je me dis que si il bouge comme ça et qu'il s'est intéressé à des cultures différentes, puisque comme il m'a expliqué, il est passé de très riche en Inde à très pauvre à New York. Donc là aussi, ces contrastes un peu tels que je les ai vécus. C'est intéressant. La question, c'est toujours par rapport à qui on se compare. Hein, donc, je me dis qu'il y a forcément un bout de quelque chose qui est là, sachant qu'après avoir effectivement critiqué mon métier qui me prenait trop de temps, et aujourd'hui, il est dans un cabinet d'audit. Voilà. Donc, il va vivre la même chose. Alors, il fait du conseil, donc ça n'a rien à voir, mais on voit bien qu'il y a quand même des choses qui se sont diffusées. Donc les 3 enfants ont trouvé du travail et sont dans une sphère plutôt financière. Donc c'est à mon avis pas hasard. Hein. Non. J'ai pas fait des médecins. Donc on voit que consciemment ou inconsciemment, forcément que ça a une influence sur eux et que ça se passe plus ou moins bien, plus ou moins naturellement, mais à la fin, il y a quand même des points communs. Aujourd'hui, chez Inextinso, vous avez dit que vous aviez probablement vous donner les 10 prochaines années. Est-ce que vous avez déjà pensé à l'après? Est-ce qu'il y a déjà des choses que vous faites, des nouvelles choses que vous faites en parallèle? Vous allez vers quoi? Alors donc effectivement, j'ai déjà pas mal de projets à continuer avec Inextinso et une expérience intéressante qui est, je veux dire, on a gagné la première étape qui était gagner le LBO. Et donc aujourd'hui, après 3 ans de LBO, on n'a pas d'inquiétude sur ce LBO. Donc c'est déjà ça. Malgré le Covid, malgré une cyberattaque, donc là aussi la résilience, on a pu on pourra y revenir s'il vous reste quelques heures. Ça m'intéresse.
Donc l'étape d'après, c'est la transformation du métier. L'étape d'après, et c'est pour ça qu'il faut s'inscrire dans une certaine durée. L'étape d'après, c'est comment je fais pour passer d'un modèle où j'ai 4000 personnes qui passent des écritures, qui expliquent à nos clients ce qui s'est passé hier, ou il y a 6 mois, ou il y a 1 an, et donc qui travaillent sur le passé. Et la révolution, c'est la comptabilité en temps réel, qui permet de faire des choix sur demain et des prévisionnels pour aider les clients. Donc ça, c'est une révolution qui va avoir lieu avec la facture électronique dans les 5 prochaines années. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a cette durée-là. Alors après, moi je prépare l'après, effectivement, parce que en fait, j'ai jamais joué aux échecs, mais je me donne l'impression d'être un joueur d'échecs. Mais sachant que j'y ai jamais joué, mais c'est un peu dans le mécanisme. un peu un mécanisme. Peut-être qu'il faut se lancer. Peut-être que je ferai ça avec mes petites filles. Ça serait l'occasion d'apprendre ensemble. Donc, qu'est-ce que je fais d'autre ? Je suis au conseil d'administration du musée des Confluences, donc le musée qui est à côté, dont je suis le président du fonds de dotation. Et je m'investis aussi dans le rugby. Donc, on a créé une compétition avec la Ligue nationale de rugby qui est l'Inextinso Super 7. Donc c'est à la fois ma passion, mais c'est aussi très logique par rapport à nos métiers, puisque notre métier manque d'attractivité. Je dois recruter 1000 personnes par an, et donc je choisis un sport collectif, parce que c'est des métiers collectifs, mais dans sa version rugby à 7, très festive, très, très jeune, où on peut être performant tout en étant dans la convivialité. Donc il y a une logique, mais c'est aussi une passion. Et donc, pour répondre à la question, je pense qu'entre musées, où on voit donc tout ce côté historique de mon enfance, où on est allé dans les musées, aux Pays-Bas, en Belgique, et où on voyait ça. Donc ce côté culture et d'avoir accès à la culture. Et puis le rugby, le sport en tant que vecteur, je pense qu'il y a un des deux au moins qui continuera derrière. Nous, on a un slogan qui est Futur Futur. Est-ce que vous avez un slogan, et si oui, lequel ? Alors, donc, ça, c'est le slogan de votre entreprise. C'est pas de notre entreprise, c'est le côté philanthropique, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Mais effectivement, il nous tient à cœur parce qu'on est convaincu que c'est entre les mains de chacun. Moi, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a le slogan d'Inextinso, c'est « Être là, rendre clair », qui me plaît beaucoup, que je n'ai pas choisi, donc j'ai hérité, mais qui me plaît beaucoup, puisque être là, c'est effectivement être là quand les autres ont besoin de vous. Et donc, c'est ce côté, effectivement, du lien humain. Et rendre clair, donc, on est dans un monde où trop de gens se renferment dans le côté expertise du jargon pour être sûr que les autres n'y comprennent pas et croire qu'ils peuvent les aider. Pas du tout notre logique. Donc ça, c'est le slogan de l'entreprise auquel j'adhère à 100%. Moi, mes valeurs, c'est plutôt ce qui ne tue pas rend plus fort. Donc mais en tant qu'entreprise, ça peut être mal vécu, mais c'est vraiment toujours ce côté de dire, multiplions les expériences, enrichissons-nous de ces expériences. J'ai connu l'échec et l'échec ne me fait pas peur. Donc, je parlais effectivement de ces clients. Renault, j'ai perdu le mandat de commissariat aux comptes. Donc, quand ça fait 4 millions d'euros, les gens vous regardent après parce que dans une organisation, on sait que quand on gagne, tout le monde y a participé. Quand on perd, vous êtes un peu tout seul. Donc, que se reconstruire après l'échec, avec son ego, etc., et partir, le digérer au bout d'un week-end et partir sur autre chose. C'est-à-dire d'aller retrouver le client pour lui vendre d'autres services, en ayant ravalé sa fierté, etc. Donc tout ça, c'est plutôt ma logique, parce que je pars du principe que si vous avez bien fait votre boulot, que vous vous êtes donné à fond, etc., même si vous perdez à un moment donné, ça va revenir et vous allez vous refaire. Donc
Donc il y a cette logique-là qui fait que voilà, moi je serais plutôt à titre personnel sur la deuxième version, sachant que d'un autre côté, j'ai plutôt connu moins d'échecs que d'autres gens, donc je ne vais pas me plaindre, mais effectivement, j'ai connu les aléas de la vie, mes parents sont morts, voilà, tout ça. Rien ne m'a jamais paralysé parce que j'essaye d'en garder les bons côtés et puis d'avancer, quoi. Est-ce que vous avez des conseils peut-être à partager sur comment on surmonte une difficulté? Tout à l'heure, vous avez parlé de la cyberattaque ou même de Renault. Est-ce que vous avez quelques conseils que vous avez menés ou... Alors la cyberattaque, c'est différent. C'est-à-dire que la cyberattaque, c'est éviter la paralysie. Donc je refais juste pour vous situer les choses. Donc ça, c'est en avril dernier, donc c'est récent. Le samedi, à 22h50, donc on est attaqué. À minuit, donc le centre d'hébergement où il y a tous nos serveurs appelle notre directeur informatique pour lui dire il y a un problème. Et lui m'appelle à minuit et demi. Quand vous êtes appelé à minuit et demi un week-end, c'est pas bon signe. Donc je lui dis ok. Voilà, on s'appelle demain matin à 9h et dimanche et on voit ça. Et là, y a l'affolement d'un certain nombre de gens. Moi, je me rendors. Donc c'est effectivement une force. Hein, c'est au lieu d'être paralysé, de pas dormir la nuit, je me rendors. Okay. Je dis là, je peux rien faire. Ouais, ça ne sert à rien. Ouais, mais donc voilà, c'est pour répondre, vous voyez, de façon concrète à vos questions. Donc je me rendors. Et puis le lendemain matin, je l'appelle et je lui dis que disent les experts. Donc les experts disent vous allez être bloqué pendant 3 mois. Donc là je dis c'est pas possible. Donc je n'accepte pas la réponse des experts. Et donc il faut vous donner du temps, mais 3 mois non. Donc je vous donne 3 semaines. Et donc bâtissez un plan pour que on puisse recommencer à travailler au bout de 3 semaines. Ça ne sera pas parfait, d'accord ? Et que, bien évidemment, on va avoir des perturbations entre 3 semaines et 3 mois, mais je veux qu'au bout de 3 semaines, on puisse travailler. Et donc, en fait, ils ont bâti tout un plan pour justement reprendre au bout de 3 semaines. Et donc, voilà. Donc, ce que j'en déduis, c'est que, effectivement, si le stress ne vous paralyse pas, c'est mieux, et que il faut dormir pour avoir des forces et réfléchir, et que 2, il faut faire preuve de volontarisme, et donc vous avez quelque chose, vous voulez pas subir, ouais, et donc du coup, la situation. il faut avoir un plan. Et dès que vous avez un plan, vous rassurez tout le monde, d'accord ? Parce qu'il y a une date, parce qu'il y a des étapes, et donc peut-être qu'on aurait pu aller plus vite ou moins vite, mais là, vous avez un plan. Déjà, vous avez gagné la moitié de la bataille. Merci beaucoup, Antoine. On vous remercie d'avoir été transparent, d'avoir partagé votre parcours. On est persuadé que ça va inspirer beaucoup de monde, et du coup, on vous remercie d'avoir joué le jeu. Je vous en prie. Et on vous souhaite une très belle continuation. Merci. Merci à vous, Antoine.